Allez, c'est parti, on se rend à Lune Noire Mastering et c'est Sheldon qui nous guide. Alors, Sheldon, vous le connaissez peut-être en tant que rappeur, il a sa carrière vraiment à part entière en tant que rappeur, mais en parallèle, c'est aussi en fait un ingé son, il fait du rec, du mix, du mastering, et il a donné comme nom à son activité Lune Noire Mastering, donc c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui. Comme vous le voyez, Lune Noire, ça se situe en fait au studio Winslow à Paris, ce nouveau complexe de studio, petit complexe de studio à Paris, qui est juste hyper important pour le rap français moderne. Il y a tellement de projets cool qui en sortent. Mais revenons à Sheldon. Sheldon, donc, il a une carrière à part entière comme ingé son. Il a travaillé pour Népal, pour Ziné, pour Jeune Mort. Vraiment une quantité de projets cool, longs comme le bras. Vous allez voir, c'est hyper intéressant cette interview parce que Sheldon, il a une vision du métier hyper intéressante, à la fois décomplexée et exigeante. Je vous en dis pas plus. Dans ce studio tour, comme toujours, on va parler avant tout matériel. Et évidemment, on est dans un temps restreint, donc on ne peut pas parler de tout. Je vous mets quelques compléments d'informations en description, en commentaire. Donc si vous voulez voir quelques autres éléments matériels comme ça, dont on n'a pas parlé dans la vidéo, je vous invite à aller voir en description ou en commentaire. Je vais vous lister ça. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de Lune Noire Mastering à Paris, et c'est Sheldon qui nous guide. Bon visionnage. On est au studio Winslow dans le 20e arrondissement, et plus précisément dans ma cabine, dans la cabine Lune Noire. Bienvenue, je t'en prie. Allez. Alors, est-ce que tu peux te présenter? T'es un peu multicasquette, toi. Ouais, écoute, en fait, je suis un rappeur, peut-être le premier de la chaîne. Ouais, je suis un rappeur, compositeur, réal, ingé de mix et de mastering. Je fais, beaucoup de trucs différents, toutes les chaînes sur un projet. Ça m'arrive souvent d'accompagner un projet de l'écriture au mastering. Je fais aussi juste du mastering, des fois juste du mix, des fois juste du tracking, des fois juste de la compo. Mais le truc un peu particulier ici, c'est que c'est mon laboratoire, tu vois, c'est ma pièce de création, y compris pour mes albums, y compris pour ce que je fais moi, donc c'est un peu tout mélangé, quoi. Il y a un peu... Donc compo, rec, mix, master, quoi. Il y a tout ici. Ouais. Un peu de tout, ouais. C'est pas trop dur de tout faire, alors? C'est terrible. C'est très dur. C'est très dur et en même temps... c'est très dur et c'est dur de s'en affranchir après, tu vois. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du recul, ça demande de bien segmenter les activités en même temps que si tu accompagnes les gens de A à Z dans leur processus, ça veut dire aussi que tu es responsable de leur sécurité artistique de A à Z, tu vois, de leur doute au moment de l'écriture et de leur doute au moment du mastering, qui des fois peut évoluer entre temps, tu vois. Et donc ouais, c'est dur, mais ensuite c'est aussi dur de faire autrement quand il prend goût, quoi. Il y a un côté quand même enivrant à prendre les choses de A à Z. C'est vrai que du coup j'évite des fois plein de trucs relous d'ingé, quoi, des mauvaises thèmes. D'un autre côté, c'est dur. C'est compliqué de préserver le recul. Ensuite, je le fais que sur des projets où je pense que je peux avoir le recul de A à Z, ou alors où j'ai suffisamment le temps de m'éloigner, de revenir. Puis, je suis rarement entièrement seul, tu vois. Toujours des compos en side ou des mixeurs en side, des gens autour de moi qui se mettent autour d'un projet. Mais oui, c'est un peu particulier dans le sens où j'ai pas l'impression que ça fait école comme façon de faire, quoi. Tu nous parles un peu de la cabine, que tu as participé à sa construction, en fait. Toi, tu as été là depuis le début. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je peux te parler. C'est quoi l'histoire du lieu ici? En fait, on fait quoi? Ici, on est arrivé, c'était un bloc de béton de 70 mètres carrés, il n'y avait rien. Donc on a tout fait nous-mêmes avec un mec qui en fait était quand même assez malveillant. Et surtout qui était un mec qui savait pas faire de studio, en réalité. Donc des escrocs, comme j'ai l'impression qu'il en existe pas mal, tu vois. Et donc du coup, on a vraiment juste fait au moins pire avec ce que nous on pouvait. Donc c'est assez particulier. Et en fait,
on a ultra de chance ici. C'est-à-dire que ça aurait pu être une cata, je pense. Et les pièces sonnent archi bien. Mais je pourrais pas te vendre ce rêve, ni d'avoir fait des magnifiques cabines avec Red House, ni d'avoir une cabine avec un gros nom derrière ou une étude. On a fait nous-mêmes comme on pouvait et au résultat ça sonne bien et on a de la chance. Voilà, c'est ça que je peux te dire de notre cabine. Trop bien. Du coup, tu nous parles un peu du monitoring ? Ouais, grave. Écoute, mes écoutes principales ici, c'est pas très original. Hein. Je suis sur des SM25, des ATC. Que te dire moi, je kiffe trop. Qu'est-ce qui te plaît dans ces ATC ? Je suis à la maison. Je trouve la restitution est super. Je trouve elles sont méga pas fatigantes. Et ça compte. Moi, je viens d'une pièce avant au dojo, le studio qu'on avait, où on a flemmardé sur nos enceintes très tard. On a eu des très mauvaises écoutes très longtemps dans une pièce non traitée. On avait des A77X jusque très très tard, tu vois. Et en fait, j'ai découvert avec les ATC le plaisir de pouvoir travailler longtemps sans s'exploser la tête, quoi, tu vois, sans terminer la journée, sans savoir où t'es. Donc ouais, je suis assez attaché. Alors je suis pas évangéliste, hein. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont super. J'ai entendu plein de trucs qui étaient super. J'ai entendu les 8C chez Perceval qui sont super. J'ai un copain de Jack Palmer qui a lui fait le choix PMC 6.2. Ça fonctionne très bien aussi. Je dirais que t'arrives aussi dans une range de prix où heureusement que rien est complètement à côté de ses pompes, quoi, tu vois. Mais ouais, moi je suis hyper content. Je suis hyper content des ATC. Je trouve ça confortable, je trouve ça fidèle. Je trouve que on se fatigue pas dessus. Je trouve qu'on est précis. Je trouve qu'elle translate bien quand tu sors. Écouter mes mix dans des, tu vois, je sais pas, dans des écouteurs dans des AirPods, je suis pas perdu. Dans une voiture, je suis pas perdu. Dans une enceinte mono JBL, je suis pas perdu, quoi. Tu vois, ça me. Okay. Et ça, c'est un peu la première fois que j'ai ça avec une paire. Ok. Et tu nous parles des Barefoot ? Ouais. Écoute, les Barefoot, elles jouent ce rôle un peu étrange de. C'est des enceintes, tu vois, que j'ai acheté à la base pour chez moi, que j'ai mis ici. Je les utilise des fois en compo parce que je trouve que leur imprécision dans le bas, des fois, te permet d'être plus créatif et de moins penser. Si tu veux, les ATC, c'est quand même une paire d'enceintes qui te met le doigt sur les problèmes, tu vois, qui te dit. Ici ça va pas, ici ça va pas, ici ça va pas. Et c'est vrai qu'il y a des moments en compo avec les artistes où t'as pas envie d'être dans ça, tu vois. T'as envie de faire des jolies choses, d'avancer. Et même si t'as pas envie de créer des problèmes plus gros que toi pour le mix derrière, ou pour le mixeur, même quand c'est pas moi qui mixe, tu vois. Mais t'as quand même envie d'être un peu l'esprit libéré de ces trucs-là. Je trouve que les Barefoot, elles prennent bien le relais sur ça. Ensuite, je les utilise aussi en résidence. C'est des enceintes que j'emmène si je pars avec un artiste ou si je pars pour un album à moi. À la campagne, dans une pièce que je connais pas, qu'elle joue un peu cette fonction-là. Et en fait, elles sont plutôt cool. Quand je les ai mis ici, quand je les ai eues chez moi au début, j'étais vraiment pas convaincu. Quand je les ai mis ici, je me suis dit, c'est pas si éloigné. J'étais étonné de à quel point c'était pas à des milliards de kilomètres des ATC, tu vois. Donc c'est cool, c'est chouettes enceintes. Ok. Et qu'est-ce qu'elles font derrière les PMC ? Alors, les PMC, c'est des CI65, c'est des passives qui rentrent dans le CLA 200 là. C'est un caprice. C'est d'abord un caprice pour écouter de la musique quand je fais des pauses, ces enceintes sur lesquelles j'écoute beaucoup de musique. Si tu veux, elles ont ce truc ultra midfield qui fait que quand j'écoute, je suis plus dans mes oreilles d'ingé son, tu vois, je suis dans mes oreilles de kiffeur de musique plus. Je suis pas très audiophile, mais c'est j'ai des fois ce confort de, tu sais, je sais pas, je break, je viens de m'envoyer 3 heures de mix avec 2 pauses et j'ai pas envie de silence, mais j'ai envie d'une approche de la musique qui est un peu différente tu
Tu sais, alors le truc, c'est qu'elles ont ce truc, elles sont très mal placées dans la pièce, presque un peu volontairement, elles t'écoutes plus de la musique comme chez toi dessus, quoi, tu vois. Donc elles ont moins de bas, elles ont trop de bas médium, elles font des trucs chelous avec les murs, tu vois, elles sont vraiment pas au petit, et j'aime bien ça. Et en fait, ce qui s'est passé avec ces CI65, c'est que je les ai entendus un jour dans un magasin. Et je dis ouais, en fait, c'est trop beau, c'est trop différent de ce que j'ai, et c'est trop beau. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais je les veux, quoi. Et après j'ai été débile. En fait, elles me servent pas à grand chose, mais je les kiffe trop, et elles pourraient finir par être les enceintes de mon salon, tu vois. Ok, je vois. Est-ce qu'on parle du matos que tu as devant toi? T'as pas mal de gear quand même orienté mastering. Ouais, tout ce qui est dans la desk, hormis l'ampli DPMC en haut, c'est vraiment ma desk dédiée au master, qui est une jeune desk, tu vois. Donc disons qu'il y a beaucoup de choses, mais elle n'a pas forcément la maturité de réflexion d'une desk, d'un mec qui sait exactement ce qu'il veut dedans et qui fait ça depuis 10 piges, quoi. Il y a des trucs qui sont des essais, globalement j'aime tout. Moi, elle me permet de bosser et c'est super. Elle a des défauts de conception, notamment elle a pas de console pour le moment, donc c'est une ligne, quoi. Mais moi j'en suis très content, elle me change la vie. Et pour le moment, et pour où j'en suis, il n'y a pas grand chose que j'ai envie de changer. Tu vois, mais je pense que comme je suis vraiment dans ça, encore un explorateur, quoi, tu vois, un explorateur du mastering. Donc j'ai encore du mal à avoir un avis définitif et absolu sur tout ce que j'ai. Pour le moment, je suis très content des masters que je sors avec, je suis très content des choses, et je crois que les gens qui viennent faire des trucs ici sont très contents. Donc voilà. Si tu veux qu'on détaille peut-être un peu... Ouais, tu nous fais un petit tour. Ouais, bah écoute, en gros, de toute façon, la chaîne n'est pas spécialement compliquée. Ici, c'est les Apollo qui contrôlent tout. Parce que, on est dans ce studio très hybride où, en fait, je dois pouvoir enregistrer des synthés rapidement, enregistrer des guitares, enregistrer des voix, être à 3 compos dans la pièce, et où je dois pouvoir masteriser, et où je dois pouvoir mixer. Et donc les Apollo me permettent quand même d'avoir beaucoup d'entrées-sorties, me permettent d'avoir la console pour les gestions de latence et tout. Et un peu flemme d'investir dans un Pro Tools HD juste pour ça, au vu de comment on utilise le studio. Donc mon converto de sortie de l'ordinateur, c'est la MT48. Ça aurait pu... j'ai beaucoup hésité entre ça et le RME A10 Pro. J'ai beaucoup hésité entre les deux, ce qui a fait que j'ai fini par partir sur la MT48. C'est un peu pour les mêmes raisons que les Barefoot. C'est que ça me fait mon convertisseur de sortie. Puis si je pars en résidence, ça me fait mon interface son en résidence. Ouais. Tu vois. Ouais. Elle a ce côté un peu où elle fait les deux, qui est cool. Je trouve les convertos super, bien que tu vois, j'ai pas expériencé 5 convertos à côté, les yeux fermés en aveugle, jusqu'à décider ce qui était bien, tu vois. J'ai pas eu le goût de faire ça, je crois que d'une manière, j'ai pas trop le goût de faire ça. J'ai le goût de faire de la musique et ça marche, c'est bien. Même si je suis préoccupé que les choses soient bien, je sais pas si je suis préoccupé d'être au petit, quoi. Donc MT48 directement dans le MBT, dans le Masterbus Transformer de Nive. Qu'est-ce que je peux dire sur cette machine que t'as pas déjà dit sur ta chaîne? Est-ce que tu te sers de toutes les fonctions du MBT? Non. Tu te sers de quoi? Je me sers jamais de toutes les fonctions en même temps. Ah ok, mais sinon, une par une, toutes te sont utiles? Je dirais que ce dont je me sers le moins, c'est les Q, parce que j'ai des options, quoi, dans la desk. Ok, et c'est quoi alors l'indispensable dans le MBT? Bah, le silk, hein, enfin, tu vois, je vais pas être très original, hein, mais la machine, tu l'achètes pour ça, presque, j'ai l'impression, quoi. Ce qu'elle te propose dans sa section de drive, c'est un peu unique, c'est pratique. Ça marche sur beaucoup de choses différentes malgré tout. Moi, je suis surpris de comment c'est assez versatile. Des fois, étonnamment, malgré les bestiaux qu'il y a derrière, le comp est cool. Mais des fois, il peut me servir un peu glu-comp. Je saurais pas
je saurais pas t'expliquer exactement ce qu'il fait, mais des fois je trouve qu'il est plus convaincant que le reste, tu vois. Enfin, je trouve qu'il est convaincant quand j'ai pas très envie de compresser et que je trouve que les compresseurs qui viennent après sont soit trop rapides, soit trop lents et que je suis un peu qu'est-ce qu'on fait? Et que si je mets pas de compresse, j'ai le sentiment que alors je vais aller tu vois à balle dans mes clippers et que je vais pas être comme je veux. Et ben des fois il me rend content. Est-ce que je me fais leurrer peut-être, je sais pas, tu vois, mais c'est une machine que j'aime bien, c'est une machine que je trouve utile. C'est une machine souvent que j'utilise en me disant bon bah si jamais avant de commencer un master, je devais déterminer des choses qui me plaisent pas d'office dans le mix, tu vois. Est-ce que je peux accéder à une version du mix qui me plaît un tout petit peu plus avec cette machine? Des fois c'est ça, tu vois. Des fois, si je trouve que c'est un peu dans le rap, on a beaucoup le truc, c'est des mix très mid-scoop, très. Donc des fois quand il me manque, tu vois, quand le mid a été un peu abîmé, très creusé, ou alors quand je vais trouver que oui, c'est très clinique, tu vois. Des fois ça m'aide à juste le rendre un mix un peu plus vivant, même quand il s'agit de mes mix, hein, des fois, tu vois. De le rendre un peu plus vivant avant de le rentrer dans le reste. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en haut à droite? Le head. Le crane song, je veux dire. C'est le Interstellar. Ouais. C'est mon convertisseur de retour. Alors ça a été un... Donc convertisseur analogique vers digital, donc c'est ta fin de chaîne, c'est ça? Ouais, c'est ma fin de chaîne qui rentre dans mon ordi. Alors pourquoi il sait ça et pas celui de la Neumann? Ben, il a les algos, tu sais, il a les algos que David il a créé de tape, pentode et triode, qui te permettent de clipper ton converto, mais pas juste selon le niveau auquel tu rentres dedans, quoi. Tu vois, tu peux ajouter une espèce de drive. Je sais pas très bien expliquer comment ça fonctionne. Si je suis très honnête avec toi, moi j'ai beaucoup travaillé avec un gars qui s'appelle Epectaz, qui est un producteur et qui a aussi sa desk de mastering, lui, carrément chez lui, dans son environnement, à l'écart du studio et tout, et qui avait acheté le Head Quantum. Et en fait, quand j'ai entendu ce qui se passait, quand tu mettais un peu de tape sur un master et tout, je fais ouais, mais en fait, je vais jamais être capable de pas l'avoir, ce truc-là, tu vois. Et en fait, je suis arrivé juste à la période, déjà, je suis arrivé à la période après le décès de Dave Hill, et en plus, où c'était impossible de trouver un Head Quantum. Tu sais, le Head Quantum, il fait le ADDA, il fait les deux, quoi. Et du coup, il restait des Interstellar en vente, et j'étais en mode, mais en fait, je veux avoir ce truc-là dans ma chaîne, quoi. Ça m'importe que trop de l'avoir. Et donc, du coup, ça a été... En fait, si tu veux, je pense que j'étais pas prêt. Déjà, j'étais pas prêt à m'envoyer un laverie ou un truc... un prix complètement indécent, sans avoir jamais essayé d'autres conversions avant, tu vois, c'est-à-dire que bon, en fait, est-ce que je vais vraiment m'envoyer le Saviteur et l'autre, me mettre pour 20 000 balles de compression. J'étais à peu près sûr de mon coup sur la Neumann, dans le sens où, en discutant avec beaucoup de gens et tout, le côté neutre, le côté neutre de la conversion de la Neumann convenait à ce que je voulais faire et à ce que je voulais que mes mix translate dans mes machines. Et le Interstellar, pareil, il y a ce côté un peu gourmand, quoi. Il y a ce côté, je l'avais entendu, et je voulais pas ne pas l'avoir, quoi. Et je saurais pas, pareil, je saurais pas te décrire, il faut l'entendre, quoi, mais ça vient... Donc même sans toucher aux paramètres, là, de Pentode, tout ça, t'as un son un peu du converto, tu trouves? Non, ça, je saurais pas te dire. Ça, j'aurais du mal à te dire. Mais tu l'utilises un peu toujours, là, ce truc de Pentode je l'utilise pas toujours. Si jamais je suis très content de ce qui sort de ma chaîne, je l'utilise pas. Mais typiquement, en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais ma chaîne, ce qui est souvent le cas, termine dans des plugins, tu vois, genre un gros gold clip ou un elevate de Newfangle ou des gros clippers comme ça, truc pour avoir des grosses loudness et être moderne, tu vois. Typiquement, des fois où je trouve que ce processus-là va te permettre de gagner en volume, mais va aussi te ramener ce côté un peu froid, un peu numérique, tu vois. Et charger un peu l'algo de tape ou charger un peu l'algo de Pentode dans Interstellar avant de rentrer, créer ce truc qui m'enlève, moi, le côté
Tu sais, le côté un peu numérique, un peu couverture de survie là que tu peux avoir sur ces clippers. Moi, ça me fait cet effet-là, un peu Kevlar là, tu sais, ça te donne ce que tu veux, mais des fois un peu froid, un peu glacé, tu vois. Et je trouve que le Interstellar, ça contrecarre bien ça. À quel niveau, c'est toujours le même débat, quoi, tu vois. À quel niveau tu te dupes une fois que tu as une machine, à quel niveau tu la rends nécessaire à ton process parce que toi tu l'aimes. Ensuite, moi, je pense que ce truc-là, ça fait le style d'un ingé, ça fait la safe zone d'un artiste quand il est avec cet ingé. Donc, c'est hyper important. Moi, je suis pas, je veux dire, aussi bien quelqu'un vient de démontrer demain par A plus B que mes machines me servent à rien. Je crois que ça change pas grand-chose Ok, tu sais rester humble face à à mon toutes tes goût machines. pour les utiliser, ouais. J'aimerais bien te demander ce que tu fais du Clarity. Est-ce que toi, tu l'utilises, ce petit objet? Ouais, je l'utilise tout le temps. Ensuite, Qu'est-ce que tu regardes dessus? Parce que t'as plein d'options dessus. on peut parler de ça si tu veux qu'on parle avant du Clarity. Je fais un truc qui déplairait à énormément d'ingénieurs de mastering. Si t'as vu les écrans ici, c'est une proposition. Tu vois, il y a plein de gens en termes de réflexion qui vont me dire, qui vont me dire que avoir 3 écrans dont une dalle énorme comme ça, tu vois, c'est un choix contre les ingénieurs de master, quoi. Tu vois, je les rends aveugles, quoi, tout de suite. Je pense que c'est plein de trucs qui. Et en fait, moi, j'avoue que le discours qui consiste à dire qu'on ne travaille pas avec les yeux, mais quand même un peu étranger. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on travaille avec les oreilles, c'est une évidence. Maintenant, moi, tu vois, avoir ma session, toutes mes pistes, en grand, tu vois, ce que ça m'aère le cerveau, juste que ça m'aère le cerveau, juste par exemple de pouvoir avoir toutes les tracks dans un mix, tu vois. Versus que ça me rapporte en réflexion d'avoir des écrans pour ce que j'entends et ce que ça m'empêche d'aller où je veux aller avec mes mix et d'être content du résultat. Pour moi, il n'y a pas trop match dans mon monde à moi. Je dis pas que j'ai raison, mais et donc le Clarity, il y a un peu ça, quoi. Tu vois, c'est un plugin en moins d'ouvert sur l'ordinateur. Tu vois, un Insight ou un metteur de moins ouvert sur les écrans qui est là tout le temps. Qu'est-ce que je regarde dessus? Bah, ça me permet d'avoir une idée de mes LUFS tout le temps, bien que je suis pas tant regardant que ça. Et j'aime bien sa façon d'afficher la stéréo, plus que le demi-cercle d'isotope. En fait, l'espèce de carré là, il me dit des choses sur les choix que j'ai fait ou pas, mais des fois même, tu sais, c'est à la compo. C'est même pas... est-ce que je suis en train de faire quelque chose de tout serré et est-ce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui est tout engoncé dans le mono? Est-ce qu'au contraire, je suis que sur mes sides et j'ai oublié de proposer un peu de densité à mon mid et tout, tu vois? Et ça, en fait, des fois, c'est juste un regard à droite, tu vois, genre, oula, c'est chelou. C'est pas, tu vois? Et ensuite, c'est chelou et est-ce que je trouve ça bien que ce soit chelou, tu vois? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est au service du mix? Ou est-ce que c'est juste à un moment, tu vois, j'ai spread un truc dans mon mix qui est très fort et qui est très spread et qui fait ça, et après je l'ai oublié, tu vois, et qu'en fait, j'en veux pas forcément sous cette forme-là, tu vois. C'est à ça qui me sert ensuite, et je m'en passe aisément, quoi, tu vois. Ok. Mais c'est le truc, moi, je trouve, dans ces studios-là, c'est que, ben oui, enfin... Maintenant, il y a 90% de ce qui est dans ce studio, donc je peux me passer si je veux m'en passer, quoi. Ok. Est-ce que tu nous parles un peu du backline que tu as derrière toi, tous ces synthés? Ouais, ils sont au nombre de quelques-uns, quoi. Alors moi, j'y connais rien en synthé, donc il faut que tu me dises ceux qui font rêver les gens. Je pense qu'il n'y a rien qui fait rêver les gens. Pourquoi? C'est des trucs connus, récurrents? Ouais, quand même. Tu vois, le Sub 37, c'est vraiment le truc... c'est vraiment un peu le synthé mono standard de chez Moog moderne. Lui, là, c'est le clone du modèle D de Behringer. Le Prophète Rev 2, c'est un peu le premier gros synthé chez Dave Smith. Peut-être c'est celui-là, tu vois. Celui-là parce qu'il est moderne, parce que Udo, c'est vraiment un peu une nouvelle façon de penser les trucs.
peu plus cher aussi. Donc c'est peut-être celui-là le plus. Mais en fait, j'ai pas des gros synthés, quoi. Tu vois, tu vas pas trouver un Mugwan ou un gros Oberheim de ouf ici. J'ai comment te dire comment je pense ce truc-là. Je pense ce truc-là pour que quand un producteur arrive ici, que je coproduis avec un beatmaker, qu'un beatmaker vient, il ait envie d'utiliser un parquet à jouets, tu vois. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand un beatmaker arrive en studio pour produire pour un artiste, il est dans une démarche, tu vois, de vas-y, je vais brancher mon ordinateur, j'ai tous mes trucs dedans, tu vois. Si j'arrive à lui faire oublier ça, tu vois, si j'arrive à le faire arriver à ce qu'il ait envie d'utiliser tout ça, et que le moment où il ouvre ses VST et les trucs dans lesquels il est dans ses habitudes le plus tard possible dans la session, pour moi, j'ai un peu gagné, tu vois. Et ça passe par le fait que tous les synthés soient branchés à la console, que tout soit utilisable très rapidement, que ce soit jamais compliqué de les utiliser, que ce soit pas, attends, tu veux jouer du Prophète, bah il faut que j'aille le brancher, me plier en 4 derrière, tu vois. Donc c'est surtout ça, et c'est surtout et moi en tant que compo et pour ma carrière à moi, c'est tu vois un moyen de faire tourner un rec et d'aller et de jouer tous mes synthés et de tous pouvoir les entendre rapidement. De faire des choix qui sont moins la tête dans l'ordinateur, tu vois. Okay. Après, il y a des jolis trucs, hein. Le DX7, c'est un joli synthé numérique des années 80, moi j'aime trop. Le Mellotron pour le rap, c'est très pratique. Est-ce que tu nous joues du... Alors, je suis un très mauvais pianiste, mais... Joli. En fait, t'as vu ici tous les synthés vont dans la Tascam. La sortie stéréo de la Tascam va dans la Big Sky et dans la Timeline, dans les deux pédales Strymon stéréo là, ce qui me permet d'avoir de la reverb et du délai que je print des fois avec, tu vois, où je suis pas très regardant pour l'après, mais c'est que des fois... Et en fait aussi, tous les synthés sont branchés en MIDI in-out, ce qui fait que je peux envoyer des MIDI dans les synthés, et tweaker les synthés, et que je peux écrire de n'importe quel synthé pour n'importe quel synthé si j'ai un pianiste qui est au clavier, qui est sur le complete là, et qui veut faire jouer le Krumar, tu vois, ou le Udo. Et tu vois, ils peuvent tous jouer. Et il y a vraiment ce truc, moi, en fait, de... quand t'es ici, parce que je me suis posé la question à un moment même de mettre un écran ici, dans ma folie des écrans, mais quand t'es ici, t'as ce côté de... t'oublies un peu ce qu'il y a là-bas, le logiciel, les plugs, même la track sur laquelle t'es en train de travailler, et juste t'es un peu dans ta bulle de... Et les synthés sont tous patchés avec des presets que je trouve cool, des trucs que j'ai téléchargés sur internet ou des trucs que j'ai patchés moi-même. C'est pareil, je suis pas un mec qui va passer 20 heures à tweaker un son. C'est juste, je les perçois comme des gros VST qui sonnent un peu mieux, quoi. Tu vois, je veux que ça aille vite, que je veux que ce soit facilitant. De toute façon, moi, tout le process de composition ici, il est pensé pour que ce soit facilitant. Des guitares qui sont correctement réglées, pour qu'on veut jouer un truc, on le joue, ça se passe bien, tu vois. On veut enregistrer un hat, c'est pas chiant, on sort un micro, on enregistre un hat, on enregistre une snare. On fera jamais un recording de drum live ici, tu vois, a priori. Si jamais j'ai ça à faire, je vais aller m'adresser à quelqu'un dont c'est le métier, tu vois, qui a je sais pas, un mec comme Perceval ou qui a une vision, tu vois, de comment mic une drum et tout. Mais des fois, juste, tu fais une prod, puis j'ai envie d'avoir un vrai flat snare ou d'avoir une résurgence organique dans ma prod, et j'ai pas envie de faire défiler une demi-heure du splice ou de passer 3 heures à fouiller des drum kits. J'ai envie que ce soit tout de suite, quoi, qu'on les joue, tu vois. Et moi, je suis bon à pas grand-chose. En vérité, je crois que je suis un bon rappeur, mais en fait, ça s'arrête là. Je joue de la guitare, je suis pas incroyable. Je
Je joue du clavier, je suis pas incroyable. Je joue de la basse, je suis pas incroyable. Je joue de la batterie, je suis pas incroyable. Mais par contre, je crois grave dans le délire que quand tu fais un peu tout et que tu peux tout un peu reconstituer, tu peux venir mettre des choses dans ta prod que tu mettrais pas si t'es les yeux dans ton logiciel, tu vois. Okay. Donc, tout est un peu organisé comme ça. Maintenant, tu vois, en vérité, te faire rêver en te sortant le preset qui sonne à mort, tu vois, je saurais même pas bien comment m'y prendre, tu vois, genre il y a tout est cool, ça dépend de ce que tu veux faire, tu vois, et encore une fois, j'ai pas des synthés. Tu vois, je te dis, j'ai pas un gros Oberheim où genre t'envoies la scène du Oberheim et t'es en mode mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est intouchable, on la laisse comme ça, c'est trop beau, tu vois. J'ai plutôt ce truc de plein de sons que je peux envoyer dans mes pédales et que je vois comme des solutions à avancer dans la composition, quoi, si tu veux. Ok. Voilà. Est-ce que tu nous joues un tout petit peu de Sub 37 ? C'est vraiment le Sub 37, c'est vraiment un synthé un peu disgracieux, quoi, parce que c'est vraiment des leads, tu vois, hors contexte, c'est pas très joli, quoi, c'est des grosses leads mono, des grosses basses, tu vois. Mais bon, c'est tout de suite plus joli que si tu vas te proposer ce genre d'émulation de Moog dans un omnisphère ou dans un truc comme ça. Tout de suite plus satisfaisant. Moi, je trouve que ça incite à garder les trucs aussi. Tu vois, genre mettre une basse de Moog dans un morceau, ça peut être une mauvaise idée jusqu'à ce qu'elle sorte de ton Sub 37, en fait. Et un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Ça permet de commit un peu et de prendre des décisions et d'avancer. Déjà, après, commit ou pas, aujourd'hui, tu vois, ça va tellement vite. Je veux dire que même si tu printes de l'audio et que tu veux le remplacer par du MIDI derrière, tu peux, tu vois. Mais ça permet, ça permet moins d'encombrement, moi, je trouve, tu vois. Ça permet de, ok, elle est jolie, elle sonne. Est-ce que c'est la plus appropriée pour le morceau? Je sais pas, mais elle marche. On avance, tu vois. Si je dois m'éventrer des heures derrière pour la changer, pour la layer, je le fais, tu vois. Mais on travaille beaucoup à plusieurs compos ici, tu vois. À beaucoup, un derrière l'ordi, un derrière les synthés, un instrumentiste caché derrière avec une gratte branchée. Et j'essaye, en fait, de faire ce truc un peu particulier qu'on joue, en fait. Tu vois ce que je veux dire, qu'il y a un truc que t'as de moins en moins dans le beatmaking, tu vois. J'essaie qu'on joue, tu vois, j'essaie qu'on joue à 2-3, tu vois, des fois juste un sur le petit synthé MIDI, un sur les synthés, un guitariste, un qui juste fait juste des fills de ride, tu vois, mais j'essaie que ce soit vivant, j'essaie de retrouver un peu le truc qui, moi, m'a donné envie de faire de la musique, de, tu sais, être en répète et jouer, quoi. Et j'essaie de retrouver un peu ce truc-là, notamment dans le début des productions, notamment quand on cherche. J'essaye que ça ait l'air toujours plus simple de démarrer quelque chose ici que d'écouter un pack de prod dans le Finder, tu vois, et de dire ah ça c'est bien, on y va avec un paquet tout fait, tu vois, qui est déjà plein de contraintes, plein de. Ensuite, quand il y a ça et que c'est ça qu'il faut faire, on le fait, tu vois. Mais moi je suis attaché. Si tu veux, mon plaisir de faire de la musique, il est d'en faire de la musique, tu vois. En tant qu'ingé de master, en tant que compo, en tant que rappeur. Tout ce qui est en parallèle de ça, faire de la promo, faire des clips, m'ennuie assez. Moi, j'aime être au studio, faire de la musique, et j'aime aller sur scène, jouer la musique sur scène, grosso modo, tu vois. Donc, je vais tout organiser comme un enfant capricieux pour que tout le monde autour de moi ait envie de faire de la musique, si tu veux. Donc, le lieu est un peu pensé comme ça. Le lieu est un peu pensé pour que les gens aient envie de venir jouer avec les trucs et soient un peu... Donc du coup, t'as bossé dans plein d'autres studios, je suppose. C'était quoi un peu tes frustrations justement en tant qu'artiste et ingé son et que t'as essayé de corriger ici? T'as dit déjà, les synthés, on doit pouvoir en jouer rapidement, quoi. Ouais, bah mais moi c'est principalement ça. Hein. C'est tellement frustrant, je trouve, d'arriver dans un studio, t'as une backline de malade, des trucs que t'as jamais utilisés. Tu sais, quand t'arrives dans un studio et t'es en mode, il y a un Wurli, un Pianette et un Rhodes à côté. Et je vais pouvoir m'envoyer. Et que quand tu dis aux mecs que t'as envie de les utiliser, tu vois qu'ils froncent les sourcils, tu vois, et tu sens que ça va être compliqué, que les trucs sont pas branchés, que y en a un qui est pas réglé, que
Enfin, moi, ça me crève, tu vois, parce que j'ai comme l'impression, tu vois, c'est comme si tu me montres les vitrines de Noël d'un magasin où je peux pas acheter les trucs, tu vois. Je suis en mode, mais putain, en fait, je suis dans ce studio, je peux pas aller plus loin dans l'étape que être au studio pour utiliser les trucs. Et si j'arrive dans un studio et que j'ai l'impression que c'est compliqué d'user les trucs, bah, ça me crève, quoi, tu vois. Ça m'enlève tout mon plaisir, quoi. Donc j'essaie de pas infliger ça aux gens qui viennent ici. J'essaie que les gens me disent, et ça, on peut l'utiliser? Oui, tout de suite. Tu vois, c'est tout de suite utilisable dans les 4 secondes. Ah ouais, ah mais on pourrait jouer la snare. Non mais vas-y, on va aller dans les drum kits, c'est chiant. Non, c'est pas chiant, regarde, hop, un U47, on met un SM57, c'est bon. Tu vois, la snare elle est micée, il y a 2 micros dessus, vas-y, fais tout ce que tu veux, elle est là pendant 8 heures si tu veux. À chaque fois que tu as besoin de l'utiliser, utilise-la. Il y a 40 baguettes différentes, fais-toi plaisir, tu vois. J'ai grave cette philosophie-là et parce que aussi, j'ai grave cette envie même peut-être presque un peu philo, que les beatmakers qui sont pas instrumentistes se dérident avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est plus compliqué d'écrire une part de piano avec que des accords à 6 inputs en cliquant dans FL que de faire ça, en fait, tu vois. En fait, c'est plus dur, tu vois. Et du coup, tous ces mecs-là qui sont persuadés de pas être instrumentistes, et qui t'écrivent des fois des parties de strings en 12 pistes avec des Spitfire et tout. Mais en fait, ils sont capables d'avoir du feeling derrière les instruments. Et je trouve ça cool, tu vois. Et je trouve ça cool le moment où on arrive à se mettre et à se dire, ouais, c'est plus cool de faire comme ça, en fait. C'est plus rigolo, quoi. Tu nous fais visiter les autres cabines et puis la cabine voix? Ouais. Alors, c'est quoi le combo gagnant ici? C'est quoi le combo de chaîne, voix? Ouais. Il y a 2 trucs, je commence à avoir pas mal de trucs en mic. Bon, je dirais que si jamais... Moi, je suis un peu team U87. Je sais que c'est un truc qui fait pas école. J'ai vu que Admin en parlait aussi à la K Studio. Je suis un peu team U87. Je trouve que c'est un micro qui marche. Je trouve que les gens qui aiment pas le U87, je sais pas bien quoi leur dire, tu vois. Je dis pas que c'est le meilleur micro. Je dis que maintenant, un mic qui fonctionne sur autant de choses différentes aussi bien, il y en a peu, tu vois, et que c'est rarement un choix qui te met dans la merde. Ensuite, bien sûr qu'il y a des trucs plus judicieux, mais c'est rarement un choix qui te met dans la merde. Donc, ça peut être un peu par défaut Neumann U87 dans le, si tu veux, dans le V402. Le V402 de Neumann. De Neumann. Qui est cool, qui est genre, tu vois, classe A, très transparent, très peu de couleurs, tu vois, un peu l'inverse de ça, c'est des tranches de Lafon, de la console dont je te parlais tout à l'heure. Donc clone de SSL? Clone de SSL, clone de 4000, qui sonne pas vraiment comme une 4000 pour ce que j'ai entendu de la 4000 en vrai, qui sonne comme une Lafon, mais c'est super, les écus sont beaux, c'est très cool sur des rubans, c'est très cool. C'est joli, et puis pareil, tu vois, ça permet de commit un peu, des fois de faire des choix à l'EQ, à la prise. Je trouve que ça peut être cool. Je le ferai pas forcément sur une voix lead, sur un morceau de rap, tu vois, mais ça peut être intéressant. La Voxbox, c'est la Voxbox. Est-ce que c'est overkill? Oui. Est-ce que je la garde uniquement pour enregistrer ma basse dedans, parce que je trouve que c'est la meilleure DI pour la basse? Oui. Est-ce qu'une DI basse à 5000 €, c'est trop? Pour les voix, alors. Non, la Voxbox, c'est une DI à 5000 € pour enregistrer les basses. C'est ça. C'est à ça qu'elle sert ici. Ensuite, des fois, c'est joli, hein. Tu vois, tu te doutes que bon, c'est un préamp Manley. Ça coûte 6000 balles. En plus, elle est vieille. Là, en plus, elle va bientôt partir chez Cédric Marion, donc elle va revenir toute belle. Ça marche, hein, tu vois, mais c'est vrai que je suis plus souvent dans des trucs... je suis plus souvent dans des volontés transparentes. En fait, mes 2 tranches de V402, elles vont dans le 5043 de Rupert Neve, qui est vraiment, je trouve, un comp que j'ai acheté un peu par hasard au tout début de ma carrière. Et c'est vraiment un truc qui me sauve la vie, quoi. C'est vraiment... avoir ce comp au tracking, pas forcément, mais avoir la possibilité de l'avoir, tu vois. Et c'est salvateur, quoi, des fois, pour pas être dans 3 plugins de compression différentes. Il est méga transparent, tu peux compresser très fort. Du coup, ce que je fais pas, mais comme tu peux compresser très fort, ça veut dire que quand tu compresses très peu, tu l'entends pas du tout, quoi.
Et il est utile sur, notamment sur les rappeurs et sur les voix très dynamiques où tu peux avoir des écarts de volume très forts, en fait, tu vois, ou juste la personne qui bouge, ou il fait trop le taf. Donc je dirais que par défaut, U87 V402, Nive 5043, ça serait un peu ma top chaîne. Ensuite, il y a un nouveau. Et lui, c'est Manley référence Silver, donc c'est Manley, je crois qu'ils font 3 mics. Ils font le cardioïde, là, le noir. Ils font le Silver et ils font le Gold. Le Gold, je crois que c'est une réplique de C12. Celui-là, je sais plus de quel micro c'est inspiré exactement. Ça, en vrai, c'est le meilleur micro que j'ai entendu de ma life. Voilà. Pour des voix rap dans certains contextes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs pour lesquels ça marche pas. Parce que c'est tube, parce que c'est pas transparent. Mais quand ça marche mieux que tout ce que j'ai entendu. Franchement, c'est abusé, tu vois. C'est beau, tout de suite, c'est beau. C'est beau, genre, tu mets ta lead dans le mix, puis t'ouvres une reverb tu t'ouvres même une reverb en insert, si tu veux, une Val à la vintage avec le dry wet dedans et tout. Et c'est beau tout de suite, tu vois. C'est beau, c'est droit, t'as pas besoin d'ouvrir 14 plugins pour que ce soit joli. Et ouais, ce mic est super, je le kiffe trop. Il est vraiment, genre, toutes les voix un peu tranchantes, toutes les voix où tu vas avoir des grosses sibilantes, des trucs et tout, c'est un peu compliqué, faut traquer un peu loin, faut faire un peu d'effort, tu vois. C'est pas, y a pas ce côté, je me mets devant le U87 et je rappe, tu vois, à 50 cm, à 20, à 10, close mic c'est joli, de loin c'est joli. T'as pas ce côté un peu souplesse du U87 où tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Mais par contre, si c'est une voix qui matche bien avec et que tu fais l'effort de placement de l'artiste, plutôt ici que dans la cabine d'air. C'est plutôt un mec que je vais traquer ou je vais traquer le mec ici dans une pièce où il y a un peu d'air et tout. Franchement, j'ai rien entendu de similaire. J'ai entendu des gros trucs, hein, mais j'ai rien entendu de similaire. Pour moi, ça éclate le C800, mais le C800, j'ai jamais trop compris. Moi, à chaque fois que je l'ai entendu, j'étais un peu sceptique. J'étais un peu en mode, oui, c'est bien. Est-ce que c'est 30 000 balles? Non. Mais c'est certainement pas un mauvais micro. Mais ça, quand je l'ai eu, j'étais en mode, ouah, c'est différent, quoi. J'entends des choses, ce que j'ai pas besoin de faire sur la voix avec ce micro quand ça marche, c'est ouf. Donc, ça pourrait peut-être devenir à terme un standard d'ici, si tant est que la voix fonctionne. Je trouve que pour les voix, en fait, assez basses, avec beaucoup de richesse dans le bas, ça marche très bien. Les voix plus nasillardes, les voix plus hautes, avec beaucoup de sibilantes, peut-être un peu moins, mais c'est joli de ouf, quoi. On passe à l'autre cabine ? Ouais. Alors, deuxième cabine, du coup. Ouais. Plus simple, un petit peu plus petite, mais avec l'idée derrière, si tu veux, c'était qu'on puisse naviguer de l'une à l'autre sans être perdu. Donc avec les mêmes ATC, avec le même 87 dans la cabine, avec la même Apollo, avec tout qui fait que si tu passes de l'un à l'autre, t'es pas perdu, tu peux bosser. Maintenant, ici, c'est une cabine qui est vraiment utilisée par d'autres gens, tu vois. Donc en fait, au début, il y avait l'idée qu'avec les deux studios, peut-être, on alternerait tout le temps, tu vois, et on bosserait tous un peu dans les deux. Puis en fait, ça s'est pas fait comme ça. Moi, j'ai upgrade ma cabine, j'ai fait plein de trucs dedans, j'ai rajouté plein de matos, faisant que maintenant, moi, je suis tout le temps dans la mienne. Ceux qui sont tout le temps ici sont tout le temps ici. Et du coup, elle est plus simple, mais ils bossent bien, ils font des super trucs ici. Voilà, hein, tu vois, c'est les mêmes ATC, ils ont leur synthé à eux. Il y a la même cabine de voix, en fait, qui est à côté, ici. Un 87 qui, apparemment, la dernière fois, n'a pas servi à traquer des voix. Ou un enfant, les voix d'un enfant. Mais voilà, tu vois, il y a ce côté un peu rétro-compatible des deux cabines. Ensuite, j'ai pas mis le truc à dire sur ici, dans le sens où j'y bosse jamais, quoi.
Mais c'est cool, quoi. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Oui, s'il y a un SSL Fusion. Il y a un SSL Fusion, je suis pas sûr qu'il s'en serve beaucoup. Mais il a le mérite d'exister. Moi, je le connais pas très bien, donc j'ai pas grand-chose à en dire. Puis en plus, tu vois, il a ce côté, je pense, un peu double emploi avec le MBT qui fait que moi, j'ai jamais eu trop à me pencher sur la machine. Mais voilà, quoi. Elle est là et je crois que ceux qui bossent dedans sont très contents de bosser dedans. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce studio pour ces prochains mois, prochaines années, des changements peut-être? Non, moi pour ce qui est de ma room, je crois que je suis assez content. Après, je suis un geek, donc on n'est pas à l'abri qu'une machine ou qu'une guitare ou qu'un synthé me fouette suffisamment pour que j'ai envie de l'acheter. Donc on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des nouvelles horreurs dans le studio. Mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Non, des super projets, de faire de la musique, quoi. Moi, de toute façon, tout ça, c'est pour faire de la musique. Donc c'est pour faire des super disques, que les artistes aient des super expériences ici. Pour moi, il s'agit que de ça. Après, les cabines, moi je trouve qu'elles sont bien comme elles sont, elles fonctionnent. Les gens sont contents, tu vois. Je pense qu'on est arrivé à un stade, de toute façon, ça peut toujours être mieux, tu vois, mais où c'est plus ça qui est limitant, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire oui, effectivement, tu vois, on n'est pas Soda Sound, quoi, tu vois, mais ensuite, je crois pas que ce soit le matériel qui nous empêche, quoi, tu vois. Nous, on est très contents avec ce qu'on a, donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est des super projets, quoi. Faire de Trop belles bien. choses. Bah, merci Sheldon, et à la prochaine. À bientôt.